d'un côté, j'ai le fond, d'un autre côté, j'ai la forme. Et quand les deux se rencontrent, quand les deux font la même chose ou disent la même chose, j'ai la poésie, j'ai la littérature, j'ai la fonction poétique. Fond et forme ensemble. Fusion. Ha! Donc, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? On va regarder un peu c'est quoi la poésie au-delà de la beauté. On a parlé un peu de l'idée classique de la poésie où la poésie doit représenter ce qui est beau. Souvent c'était la nature, l'amour, dans une certaine limite même la mort dans ce qu'elle a de noble et de fatal, mais une forme de beauté. Mais qu'est-ce qui arrive quand on n'est plus d'accord sur ce qui est beau? Qu'est-ce qui arrive quand l'idée de beauté explose, n'est plus stable et à interprétation? C'est ce qui arrive justement dans le 19e siècle, le beau, le laid, tout ça se mélange. Donc, comment on peut qualifier la poésie? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller d'un côté un peu plus, je dirais pas philosophique, mais plus structurel, en rapport à la langue. C'est quoi le rapport au langage de la poésie? Et ça va être très intéressant. Donc, ce que je vais faire, je vais vous présenter un monsieur qui s'appelle Jacobson. Jacobson, c'est un philosophe ou un linguiste russe, parce que souvent ils sont russes, hein, les Russes sont super bons aux échecs et en philosophie et dans plein d'autres choses, j'en suis sûr. Et donc lui, il a décidé que peu importe l'acte de parole, quand on dit quelque chose, il y a des éléments qui vont se retrouver dans chaque prise de parole. Que je parle à ma mère ou à mon père pour lui demander qu'est-ce que je vais acheter à l'épicerie, que j'écris un poème ou que je fasse une annonce pour vendre du jus d'orange, peu importe, dès que je parle ou que je dis quelque chose ou que j'écris quelque chose, il y a 7 éléments qui vont toujours être là. Fait que qu'est-ce que ça prend pour avoir un message? Ça prend quelqu'un qui parle. Très important. Donc là, on a Jacobson qui parle, qui dit quelque chose. Et ça prend aussi quelqu'un qui va écouter. Fait qu'un message, c'est quoi? C'est quelqu'un dit quelque chose à une autre personne. Donc, un destinateur, un message, un destinataire. Hein, ça, c'est mon chat qui prend toute la place. Il y a toujours un message. Puis dans le message, il y a différents éléments. Il y a le contexte, c'est-à-dire à quel endroit je suis, de quoi je parle, donc tout ce qui va entourer le lieu de communication. Il y a le message comme tel, qu'est-ce que je dis. Il y a le contact qui va être, est-ce que la communication est bien établie? Est-ce que la personne écoute ce que je dis ou comprend ce que je dis? Et il y a le code. Donc, quel langage j'utilise, quel code je prends pour dire mon message. Et au bout de ça, il y a une personne qui écoute. Donc, j'ai 17, mais en fait, c'est 6. Ces 6 choses-là sont toujours présentes, peu importe qu'est-ce qu'on dit ou comment on le dit, dès qu'il y a un message. Maintenant, ce que Jacobson veut dire, c'est que, dépendamment de la partie la plus importante de la communication, il va avoir différentes fonctions. Donc, pour chaque élément, si c'est l'élément important, il va avoir cette fonction-là. Donc, par exemple, si dans mon acte de communication, c'est le destinataire qui est le plus important, l'accent est mis sur lui, on va appeler ça une fonction conative. Ne me touchez pas dessus, ne m'approche si t'éternues, ne touchez pas, ne me chuchote pas. Lavez vos mains. Ne me serrez pas la main. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de destinateur ou il n'y a pas de contact. Non, non. Ça veut juste dire que dans mon acte de langage, c'est le destinataire qui est mis en priorité, c'est lui qui est le plus important. Souvent, une fonction conative, on va retrouver de l'impératif. Faites ci, faites ça, parce qu'on veut convaincre, on veut donner une action à mon destinataire. Je veux qu'il fasse quelque chose. Faites ce qu'on vous dit, profitez-en positivement, transformez ça en quelque chose de positif. Excusez-moi, c'est fini, je dis plus rien. Je crois que c'est clair. On peut aussi avoir une fonction métalinguistique. Donc, quand le code du message est le plus important, donc par exemple la langue. Si vous dites « Ah, comment on dit ça obvious en français ?» Clairement, l'enjeu de mon message, c'est quel mot utiliser, comment on va dire ça. Donc, c'est le code, c'est métalinguistique. Donc, tout ce qui est, c'est quoi la définition d'un mot, comment on dit ce mot-là en japonais, comment on peut traduire, ça va être un code, une fonction métalinguistique, parce que c'est la langue qui est importante, c'est comment dire le mot. Quand le contact est le plus important dans ma communication, donc c'est une fonction fatigue. Et ça, là, c'est ce qu'on appelle souvent des tics de langage, où les professeurs sont super bons pour en faire. Donc dès qu'on veut s'assurer que la personne qui est au bout écoute, comprend ce que je dis, c'est une fonction fatigue.
Allô? 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 Est-ce que vous m'entendez? Hein? OK? OK, c'est bon? Ouais? Fait que bref, il y a plein de choses comme ça et on arrive à la fameuse fonction poétique. Pour Jacobson, quelque chose va être poétique à partir du moment que le plus important, c'est pas la personne qui dit le message, c'est pas la personne qui écoute le message, c'est pas le contact, c'est le message lui-même. À partir du moment que le texte ne veut plus donner une information, par exemple, oublie pas, demain, tu as un examen à 11 heures. On serait dans un référentiel. Quand on est dans des instructions pour monter un meuble IKEA, on est encore dans le référentiel. Le but, c'est pas que le message soit beau. Le but, c'est que la personne réussisse à monter son maudit meuble qu'elle a payé 400$, mais que ça lui prend une semaine à monter. Bon, personnel, je rentrerai pas dans les détails. Mais bref, quand le message devient la partie importante, quand le message est lui-même l'enjeu de la communication, quand le but c'est pas de donner de l'information, mais que le message devient le plus important, c'est de la poésie. Donc une autre façon de voir ça ou d'expliquer ça, ça serait le fameux fond et la forme. Peut-être que vous avez déjà eu cette explication-là. Donc il y a toujours deux choses dans un texte littéraire, de la poésie ou un roman ou peu importe, ou même en peinture. Il y a le fond, d'accord, mon sujet, de quoi ça parle, et il y a la forme, comment c'est fait, comment c'est écrit, quels mots j'ai utilisé, ou en peinture, comment je l'ai, quelle couleur j'ai pris, t'sais. Donc fond et forme. Donc là, je vais vous mettre un petit extrait d'un groupe qui s'appelle Fauve et du poème ou de la chanson Jeunesse Talking Blues, voilà. Finalement, pas d'extrait parce que ça marche pas sur YouTube, puis là, je veux avoir de l'argent, là, d'un coup que je blow up, là, d'un coup que ça devient viral cette affaire-là, puis j'ai pas une scène parce qu'il y a des droits d'auteur, fait que pas d'extrait, mais allez voir dans les commentaires, je vais mettre le lien YouTube dans les commentaires. Donc, dans ce texte-là, ça serait quoi le sujet, ou les sujets, ça serait quoi le fond du texte? On pourrait absolument parler de solitude, hein? Donc blues tout le temps, solitude, blues, bar taxi, bus de nuit, rentre à pied tout seul. Donc une grande solitude dans ce texte-là. Il y a une omniprésence de la mélancolie, blues partout, tout le temps. Donc le blues, hein, c'est vraiment la déprime, la mélancolie. Il y a une fatigue qui est très présente. Épuisement blues, somnifère blues. Il y a aussi des individus qui sont vides et même un monde qui est vide. Donc on a des individus qui sont tout le monde anesthésié, lessivé, tout le monde tabassé blues. Des individus qui n'ont plus d'énergie vitale. Mais même le monde semble vide. Galerie éteinte, carrefour désert, rue dégueulasse, boulevard vide et silencieux. Il y a une parole et une communication qui sont difficiles. Bombe à retardement. Cris silencieux, appel à l'aide qui foire. Donc il y a une impossibilité de communiquer et il y a absolument un emprisonnement. C'est le blues partout et c'est le blues tout le temps. On ne peut pas y échapper. Fait que ça, c'est mes sujets. Quand on regarde les formes, comment c'est écrit? On peut voir une répétition. C'est très clair qu'on dit blues partout, blues tout le temps, blues, 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 Casso blues, rue blues, tout le temps. Blues partout, blues tout le temps. J'en ai sur le bout de la langue qui ne m'empêche de turluter, puis ça me fait bégayer. Il y a une énumération, et je dirais même une accumulation. On dit des choses, on accumule des choses, on a des prises de vue, des objets, des situations qu'on voit rapidement, qu'on entend rapidement. Vous avez remarqué qu'il n'y a aucune phrase complète. Hein? Ce ne sont que des fragments. Casse au blues, galerie éteinte, carrefour désert, rue dégueulasse. Donc j'ai pas de la rue est dégueulasse, les cafés déserts qui m'entourent, je marche dans une ambiance. Non, non. Aucun verbe conjugué ou presque, que des lieux, que des endroits, que des successions dans une parole qui est vraiment fragmentée. Et là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ma forme va représenter le fond. Je ne vais pas juste dire que j'ai une solitude, je vais la montrer. Je ne vais pas juste dire que je suis emprisonné, je vais aussi le montrer à travers mon message, à travers la langue. Par exemple, la répétition montre bien l'emprisonnement. Blues partout, blues tout le temps. Blues partout, blues tout le temps. Je ne peux pas y échapper. Hein? C'est fataliste.
Le fait que justement, il y ait une parole et une communication difficile, le fait que les individus sont vides, sont brisés, et le monde semble brisé, on voit très bien à travers la langue qui est brisée aussi. On n'a pas l'énergie de faire une phrase complète. On n'est pas complet. Et donc, fond et forme. Je suis fatigué, mon langage est fatigué. Je vis dans un monde brisé, mon langage est fracturé. Donc, c'est quoi la poésie? C'est quoi la fonction poétique de Jacobson? C'est quand c'est pas juste qu'est-ce que je dis qui est important, mais comment je le dis. Hein? Mon message, c'est la fonction première. C'est pas le sujet, c'est pas l'information, c'est pas la personne qui dit ou la personne qui l'entend, c'est le message lui-même qui porte cette communication-là. Donc, si vous êtes visuel, d'un côté j'ai le fond, d'un autre côté j'ai la forme, et quand les deux se rencontrent, quand les deux font la même chose ou disent la même chose, j'ai la poésie, j'ai la littérature, j'ai la fonction poétique. Fond et forme ensemble. Fusion. Ha! Whoa, it worked! Wow, feel that? What power! He's the one, all right. There's no doubt about it. Voici d'autres exemples un peu célèbres du mélange de fond et de forme. On a Racine, que vous connaissez déjà, qui écrit dans une de ses tragédies « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» Pourquoi c'est génial? Pourquoi il y a une fonction poétique? On ne fait pas juste parler des serpents, on entend les serpents. Quels sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? On a une allitération. Donc, je ne fais pas juste dire que les serpents, blablabla. Non, j'ai fait entendre, ils sont présents quand je parle, je peux pas les voir, mais je peux les entendre siffler. Donc, pas juste dire quelque chose, pas juste parler de quelque chose, créer cette chose-là. Même chose dans un beau poème de Baudelaire, Pour une passante. Donc, dans ce poème-là, Baudelaire raconte quelque chose un peu anodin qu'on a tous vécu, en tout cas avant la pandémie, c'est-à-dire marcher, être dans une foule, croiser le regard de quelqu'un qu'on ne connaît pas, trouver une forme de connexion, je dirais pas un coup de foudre, mais il y a quelque chose qui se passe, la personne s'en va et on va plus jamais la revoir. Donc là, à un moment dans le poème, on dit « Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, un éclair, puis la nuit, fugitive beauté. » Qu'est-ce qui est intéressant? Bien là, on parle de justement ce moment-là magique où les regards se croisent, il y a quelque chose qui se passe dans la foule, il y a une connexion et après ça, c'est disparu. Donc, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan. Mais là, ici, on a l'œil de la personne, le regard qui se rencontre, mais aussi l'œil de l'ouragan. Vous savez, hein, un ouragan, c'est l'espèce de grande tempête où ça bouge, du mouvement, c'est violent, un peu comme la foule, mais le centre, l'œil de l'ouragan, est calme et serein et quasiment une espèce de petit moment d'éternité ou de beauté dans une grande violence qui l'entoure. Un éclair, puis la nuit, tiret, fugitive beauté. Ce tiret-là est très important parce que ce tiret-là, c'est un silence. Un éclair, 3 petits points, puis la nuit, fugitive beauté. Ce tiret-là représente l'œil de l'ouragan. Ce moment de silence représente cet éclair où la rencontre se passe, où justement le poème, pendant quelques secondes, arrête son mouvement, son tourment pour devenir cet œil de l'ouragan où les regards se croisent et la magie opère. C'est une fugitive beauté. C'est une beauté qu'on ne peut pas attraper, qui va fuir, comme ce petit moment de silence, ce petit moment de rencontre. Donc, ici, Baudelaire, ce qu'il fait, ce qui est très intelligent, il ne fait pas juste parler de l'œil de l'ouragan, de l'éclair, du coup de foudre entre ces deux personnes-là, il va aussi le mettre dans le rythme, il va le faire entendre, il va mettre un silence en plein milieu qui va représenter ce moment-là. La ponctuation ici fait le poème. Donc quand je dis que c'est important, c'est un bon exemple. Aussi que Baudelaire avait l'air de quelqu'un de vraiment joyeux dans la vie. Je pense que c'est la meilleure photo de lui. D'accord? Pas juste parce qu'il n'y avait pas beaucoup de photos, mais c'est parce que c'est son meilleur sourire. Tu sais, comme... Bon, ok. Je pense que c'est terminé. C'est terminé.